Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir très nombreux en ce vendredi matin. On est déjà le deuxième jour. Juste pour faire un petit tour de chauffe pour savoir qui était déjà là hier, à main levée, qui était là à l'after party hier. Okay, donc motivé dès 9 h le vendredi matin. Et donc qui est là pour son premier jour aujourd'hui? Très bien, bienvenue à tous. Vous êtes vraiment très nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc vous savez, cette année, le DevFest, le thème, c'est la peur, les choses qui font peur. Il y a une chose qui fait pas mal peur dans l'informatique, ce sont les réglementations. Je pense qu'on a tous encore en tête le trauma RGPD. Et là, on va en parler d'une nouvelle qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui est donc une réglementation autour de la sécurité informatique. Et pour ça, donc, on a invité David Robin, qui nous vient de Toulouse, de la société JFrog, spécialisée dans les DevSecOps. C'est dire s'il connaît ce domaine. Donc je vous propose de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements, parce qu'il faut commencer la journée. David. Bonjour, merci Gaël pour l'introduction. J'espère que vous m'entendez tous bien. Merci pour vous être levé de bon matin pour entendre parler d'une réglementation sur la cybersécurité. Au moins, je n'ai pas un talk qui a un titre putaclic comme l'IA guérit le cancer ou des choses comme ça. Donc, je sais que si vous êtes là, c'est que vous attendez un sujet dense et riche en informations et vous ne serez pas déçus. Et comme on est tous ensemble, on va profiter de ce temps-là pour démarrer et parler cybersécurité. Présentation rapide, donc spoiler alert, je viens de Toulouse, je m'appelle David Robin, je suis ingénieur solution, c'est très important, je suis technicien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. On va parler d'une loi, il y a des pans qui vont être liés à de l'implémentation et à des choses qu'on nous demande en tant que développeur d'applications, en tant qu'architecte et en tant qu'ingénieur DevSecOps pour automatiser certains points. Mais il y a des points qui vont être de l'ordre du juridique et du légal. On va parler ensemble de l'intention de la loi, mais ça ne remplacera jamais une décision pour savoir si, par exemple, une application est dans le scope de la loi ou non, l'appel à votre service juridique. Et puis donc, avant d'être chez JFrog, j'étais aussi architecte solution et j'ai travaillé sur plusieurs projets où la sécurité n'était pas une option, ce qui m'amène aussi un petit peu à voir les cas pratiques que va entraîner le Cyber Resilience Act. Au programme, au menu du talk, en fait, on va juste avoir deux temps forts, d'accord. Le premier, ça va être, on va découvrir tous ensemble ce qu'il y a dans le texte, pourquoi il a été créé, quel est son but, quelles vont être les applications impactées, quels sont les risques qu'on encourt et quelles sont les échéances en termes de temporalité qu'on va nous demander, un nouveau cahier des charges. Et enfin, on va voir comment y répondre techniquement, quelles sont les choses qu'on va devoir, sur lesquelles on va devoir apporter une attention nouvelle et les processus qu'on va devoir mettre en place pour pas mal d'applications. D'accord. Donc déjà, on va commencer par le pourquoi. Pourquoi, en fait, cette loi? Ça vient tout simplement d'une volonté de l'Union européenne suite à des audits. Les audits disent, en gros, il y a de plus en plus de cyberattaques et il y a des incidents liés à la cybersécurité en hausse chaque année. On a vu, là récemment, il y a une société, je ne sais plus quelle était, c'était SFR, je crois, qui s'est fait voler tous les IBAN. Vous en voyez forcément passer dans la presse, dans votre fil d'actu. Il y a des dramas en termes de sécu et en termes d'image, c'est dommageable. Mais surtout, il y avait une volonté de l'Union européenne aussi de protéger les consommateurs. On a pas mal de lois sur la chaîne alimentaire et sur d'autres domaines qui sont en place, où l'UE, c'est un marché qui protège ses consommateurs. Mais sur le digital, à part sur certains secteurs, type logiciel embarqué, par exemple dans le modèle automobile, type par exemple milieu médical, d'accord. Il y avait certains secteurs qui avaient déjà des réglementations, mais pour la plupart des solutions digitales qu'on consomme sur le sol européen, il n'y avait rien, d'accord. Donc c'est venu de là. Je mets une infographie qui illustre en fait par exemple un des audits où on a des records qui sont battus chaque année. Et sur ça, le constat de l'Union européenne était tout à fait légitime et ça leur donne raison. À chaque fois qu'on regarde, il n'y a pas une année où ça a diminué drastiquement. Et sur la partie volonté de protéger les consommateurs, c'est tiré du texte de loi. D'ailleurs, comme on est sur le pourquoi, je vais commencer tout de suite par vous montrer des choses, vous montrer ce qu'est le Cyber Resilience Act,
Et toute cette conférence, je l'ai bâtie sur le texte de loi. Ce n'est pas des choses que j'ai pris des gens qui m'ont dit, non, ça vient en fait du texte de loi. Et le Cyber Resilience Act, c'est quoi? C'est ça. En fait, c'est un texte, alors dans sa version anglaise, il fait 265 pages, qui va décrire comment on va décider du scope. Il y a beaucoup de jargon juridique. Donc ici, c'est une partie qui fait à peu près 200 pages de cadre légal, mais il y a une petite partie. À la fin, vous voyez que ça commence vers la page 230, où il y a un annexe technique, et ça, en tant que technicien, c'est plutôt limpide. Ça représente une petite partie du texte, mais au final, c'est très précieux, et il y a quelques éléments que j'ai mis on va dire en évidence dans cette conférence, que j'ai illustré avec les slides, qui vont vous donner en fait l'idée de la loi, mais la partie annexe, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre le temps de lire, et que vous allez comprendre, parce que c'est des choses qui parlent en tant que technicien. Les institutions derrière le CRA, il y a l'Agence européenne pour la sécurité digitale, l'ENISA, qui est derrière. Il y a l'Union européenne, et puis il y a aussi un consortium allemand. Donc je vous épargnerai le fait de lire le nom, mais voilà, c'est les institutions derrière le CRA qui ont poussé à la mise en place de cette loi. Et concrètement, je viens de vous montrer ce que c'est, Donc c'est une loi, et c'est une loi, alors il y a plusieurs types de lois, j'ai appris ça en préparant ce talk, il y a des directives et il y a des réglementations. C'est une réglementation, c'est-à-dire que c'est une loi qui va donner directement des guidelines applicables, et qui va vous demander en fait des nouveaux points et un nouveau cahier des charges à remplir. Donc voilà, c'est un type de règlement. Et l'annexe que je vous ai montré, ce que j'ai mis dans le dernier point, c'est un framework, c'est un nouveau cahier des charges en fait vraiment à respecter, et des nouvelles exigences sur la conception des applications qui vont être dans le périmètre. L'idée globale, si je la résume en 2 images, c'est qu'on va apporter un marquage CE sur les logiciels, et j'ai mis à côté la liste des ingrédients d'un pot de Nutella pour montrer que c'est, en termes de protection des consommateurs, ce qu'on trouve normal dans le domaine alimentaire, qu'on veut maintenant sur le logiciel, de la traçabilité et de la visibilité pour les consommateurs, et de la protection aussi. C'est quand la temporalité? C'est maintenant. Je suis très content, parce qu'en fait, plusieurs fois que je donne cette conférence et je dis c'est censé être maintenant, etc. C'était pas acté, il y avait des étapes qu'on va voir ensemble dans la timeline, mais là, il y a maintenant 8 jours, le 10 octobre, la dernière étape vraiment légale qui prend du temps a été validée, c'est-à-dire que le texte a été raté. Je vais passer sur la suite de la timeline pour vous expliquer un petit peu plus ça en détail. Il y a eu une phase où la loi a été publiée suite à cet audit que je vous ai montré. Le texte initial, il y a eu des petites retouches, des errata, il a été amendé, et sa forme finale a été acceptée en décembre 2023 entre le Conseil et le Parlement européen. Et entre décembre 2023 et maintenant, en fait, il y a eu 2 adoptions. Encore une fois, je ne suis pas juriste, mais il y a eu une adoption d'un texte, vraiment la forme finale validée par le Conseil et le Parlement, c'était une étape. Il restait une adoption finale avant la publication de la loi, et ça, c'est ce qui a eu lieu le 10 octobre. Donc maintenant, en fait, en termes de timeline, l'entrée en vigueur, ce qui va la conditionner, c'est la publication du texte de loi au journal officiel. C'est censé être quelques semaines après le 10 octobre. Et une fois que ce texte est publié, on a 20 jours pour s'approprier la loi, et ça va donner vraiment l'entrée en vigueur qui va donner en fait les premiers jalons, puisqu'il y aura un jalon qui découle du texte de loi et de ce qui est demandé à 21 mois, qu'on va voir ensemble, qui sera de déclarer les incidents et les vulnérabilités exploitables, et au bout de 36 mois, d'où le titre de la conférence, l'implémentation totale et le cahier des charges, le respect du cahier des charges total sera exigé. Donc voilà, ça va nous entraîner en août 2026 et novembre 2027 comme échéance. Maintenant, qui est impacté? Peut-être là où il y a la moitié de la salle qui va sortir, parce qu'il va dire là, je ne suis pas dedans, mais en fait, c'est assez large. Le champ d'application, donc ça, c'est la définition vraiment qui vient du texte de loi. Le présent règlement s'applique aux produits comportant des éléments numériques mis à disposition sur le marché, dont l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible comprend une connexion directe ou indirecte, logique ou physique, à un dispositif ou un réseau. Donc ça, c'est la définition légale juridique. Trop long, pas le temps. C'est tout logiciel qui tourne quelque part sur un device qui peut se connecter, pas forcément à l'Internet. Donc tout ce qui tourne sur mon laptop, ça y est. Tout ce qui tourne sur votre mobile, ça y est. Et donc, les applications mobiles sont dans le scope. C'est pour ça que je disais que c'est en fait très très large. C'est que ça vient en fait compléter un gros vide sur énormément d'applications. Le texte veut épargner l'open source. J'ai mis une petite astérix, on va en discuter un petit peu ensemble. Mais ça va concerner tous les logiciels distribués qui répondent à ces critères,
dans une logique commerciale. Ça ne veut pas dire du logiciel payant. Si mon logiciel, c'est VP, voilà, qui est sur mon truc, l'appli est gratuite, mais c'est pour me vendre quelque chose. Donc c'est dans le scope du CRA. D'accord ? Mais typiquement, voilà, il y a une volonté d'épargner l'open source, et l'exemple que je donne souvent, c'est VLC. VLC, c'est une appli, voilà, c'est peut-être un petit player vidéo que vous utilisez. Ça tourne sur un laptop, donc dans le scope fonctionnel, c'est dans le CRA, mais c'est open source, donc le développeur de VLC, on ne va rien lui demander. Par contre, si je suis free.fr et que j'encapsule VLC et que je le distribue dans le logiciel de ma box, du texte de la loi, je deviens responsable de déclarer les incidents de sécurité liés à VLC. D'accord ? C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, je ne suis pas juriste, donc c'est plutôt à votre service légal de dire ce qui est dedans et ce qui n'est pas dedans. Mais sur l'intention, le texte est clair. On épargne l'open source et tout logiciel distribué qui tourne quelque part sur un device qui se connecte à autre chose est dans le scope. Ce qui n'est pas dans le scope, c'est par exemple lemonde.fr. D'accord, Pure Player, je suis un site Pure Player, il ne se passe rien, parce que à ce moment-là, ce qui est dans le scope, c'est Chrome. D'accord. Par contre, si j'ai une solution SaaS, voilà. Imaginons que j'ai un site web plus une API, et que j'ai un device, une machine à histoire des enfants qui s'alimente en histoire avec une API REST sur un site, la solution SaaS, cette fois-ci, tombe dans le scope, parce que sa compromission va compromettre à la fin le device. D'accord. Voilà. Donc, mais à la base, le pure player est exclu du scope. Dans cette catégorie d'applications, il y a des exemples aussi dans l'annexe, mais l'UE a distingué deux sous-catégories. Enfin, dans les faits, trois. Vous avez l'infographie sur les yeux, mais on peut les résumer en deux grandes familles. Les critiques et les non critiques. Dans les critiques, il y a deux sous-catégories, d'accord. Et les catégories en fait non critiques, c'est la compromission de l'application ne va pas engendrer de gain de privilège sur un autre système, ou c'est aussi, par exemple, que l'utilisation de l'outil n'est pas dans un domaine un peu litigieux. Par exemple, vous voyez qu'il y a un password manager dans les applications critiques. Évidemment, ça, on va gagner plein de credentials si on arrive à casser, par exemple, point de password ou autre chose. Mais ça peut être plus finaux que ça. Par exemple, un jouet pour enfants qui interagirait, qui aurait une petite caméra parce qu'il filme, ça aussi c'est critique. D'accord ? Pas forcément lié à du critique, on pense gain de privilège, mot de passe compromis, etc. Il donne beaucoup d'exemples orientés firewall, mais voilà, il donne aussi un exemple des jouets pour enfants, parce que c'est de la donnée qui est sensible, et il ne faudrait pas que des films d'enfants comme ça soient leakés parce qu'on a hacké une série de devices, des petits robots à la mode qui filment en fait les enfants et les enregistrent. D'accord ? Donc il y a deux catégories, et l'impact de ces catégories, ça va être par rapport à ce qui nous est demandé. En gros, quand je suis dans la catégorie par défaut, je vais pouvoir m'auto-déclarer conforme. Ça ne veut pas dire que je suis dédouané des obligations, ça veut dire que je peux m'auto-déclarer conforme, alors que dans les catégories critiques, il y aura des autorités tierces, typiquement l'ANSSI qui va piloter tout ça, pour nous donner le marquage CE. Et ça, quand on est dans cette catégorie critique, on aura un aval de bon pour le marché ou pas. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas dans la catégorie par défaut. Comme on est toujours dans la démystification du texte, la question que j'ai souvent, c'est la différence avec le NIS 2. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit le NIS 2, le Cyber Resilience Act, ils font partie d'une volonté de l'Union européenne de sécuriser le digital, et ce n'est pas une loi pour les gouverner tous, d'accord ? C'est un ensemble de lois qui vont créer cette cyber-résilience européenne. Le Cyber Resilience Act, on va voir qu'il a un scope bien précis, on va le voir sur des logiciels. Le NIS 2 était différent. Le NIS 2, c'est une directive, déjà, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas quelque chose d'applicable de façon concrète, mais c'est une loi pour créer d'autres lois, pour plutôt déclarer une volonté de réglementer ce qui va se passer dans ce secteur-là, et ça concerne en fait les fournisseurs de services critiques. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du DORA, si vous êtes ici, c'est que ces sujets-là vous intéressent. DORA, c'est l'implémentation du NIS 2 pour le secteur financier. D'accord ? Donc, le NIS 2, ça va être de sécurité et d'assurer une continuité business sur tout ce qui est services critiques exposés au public, d'accord ? Donc ça touche des sociétés par essence assez différentes de ce que va toucher le Cyber Resilience Act, qui lui est un règlement donc directement applicable, qui va targeter en fait le logiciel et la chaîne d'approvisionnement qui consiste à construire ce logiciel, d'accord ? Ça va imposer de nouvelles obligations et ça va toucher tout type d'entreprises, des PME, des entreprises, des plus grosses sociétés.
parce que voilà, on a vu très clairement dans le scope, il y a Video Games, des fois les jeux vidéo, c'est des sociétés, les indie games de 12 personnes, d'accord, bon, bah, ça touche tout le monde, ok. Et encore les applis mobiles, exactement pareil. Donc dans le scope, c'est beaucoup plus large, d'accord. Et ça vient en fait plutôt pallier un manque. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, comme je disais avant, qui avaient déjà des réglementations, mais la plupart des produits digitaux qui étaient consommés par le consommateur lambda, on va dire, et pas dans le milieu de l'entreprise, étaient laissés dans le Far West. Il n'y avait rien de précis les concernant. Le CRA vient combler un manque, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui se dégage du texte de loi, c'est-à-dire que quand il y a des réglementations plus restrictives sur des logiciels qui tomberaient dans le scope, évidemment, on n'est pas en annule et remplace. Les réglementations plus restrictives continuent de s'appliquer, et le Cyber Resilience Act vient vraiment compléter un manque et apporter une réglementation à tous ceux qui jusque-là n'en avaient pas. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande quand on est dans ce scope ? On va nous demander des exigences techniques qui vont être de l'ordre au début de l'architecture logicielle. De gérer, en fait, pouvoir potentiellement, si le système a été compromis, de le remettre dans un état stable, d'accord, de remettre son état d'origine. D'avoir un système de contrôle d'accès avec des permissions, si le logiciel s'y prête. Hein, tout ça, c'est bien sûr, c'est pas applicable tel quel à chaque solution logicielle qui va être vendue. Des fois, un système de permission est pas forcément pertinent si l'application n'est pas multi-utilisateur, mais des fois, oui. Et donc, si il y a des choses qui entrent dans ce cadre-là, il faut un système de permission avec des utilisateurs qui peuvent avoir différents rôles. Assurer la protection des données, les données au repos et en transit, ça c'est aussi dans le texte et dans l'annexe. L'isolation vis-à-vis d'autres systèmes, si mon système est compromis, qu'il ne compromette pas d'autres systèmes. Contrôler sa communication, ne pas exposer plus de ports que nécessaire et ce type de choses qui vont de soi. Donc en fait, tous ces points-là, ils sont du ressort de l'architecture logicielle. Donc ça c'est un nouveau cahier des charges. C'est peut-être un cahier des charges que vous implémentiez déjà. On va en parler aussi, parce que on va se focaliser aujourd'hui sur les points techniques, mais il y a aussi des exigences administratives que j'ai mis à côté. Il y a de la documentation technique qui est exigée, des déclarations de conformité à faire. On peut s'autodéclarer, mais il y a un petit schéma de formalisme à respecter quand on fait ces déclarations de conformité, d'accord, qui est aussi donné dans l'annexe. Il y a des exigences à côté, mais dans les exigences logicielles, ce sont ces points-là qu'on va avoir, qui sont les points en bleu, donc liés au design. Mais il y a aussi des points en fait en vert que j'ai mis. Alors, le nombre de points et leur impact sur le développement n'est pas linéaire. Les 7 ou 8 points d'avant, ils ne vont pas représenter 4 fois le volume de ces 2 points-là. Mais c'est juste que c'est des domaines très différents. Il y a 2 exigences sur le contrôle des vulnérabilités. La première, et qui va impacter l'échéance à 21 mois que je vous ai donnée, ça va être d'être capable de livrer un logiciel sans vulnérabilité exploitable connue et de pouvoir, pendant toute la durée de vie de commercialisation du logiciel impacté, être capable de déclarer et d'informer les consommateurs. Parce que souvent, on construit un logiciel à partir d'autres composants open source et vous avez peut-être été impacté par le Log4Shell. On peut découvrir à un moment donné qu'une version que tout le monde utilisait un peu partout, c'était justement le problème avec Log4Shell, c'est que ça s'est répandu. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui découvre un exploit et on en a partout. Donc ça, il faut être capable de le publier et d'en informer les consommateurs au fur et à mesure du temps, d'ici 21 mois. Ensuite, il y a proposé une remédiation. Et ça, c'est un point qui est très important. Et dans les amendements, ils ont remis ça encore de façon plus explicite. Quand on regarde la première version du texte et la dernière, l'intention et ce qui est demandé est la même, mais on sent qu'il y a des paragraphes où ils ont fusionné un petit peu cette gestion des vulnérabilités avec le premier cahier des charges qui était demandé, les annexes 1 et 2 qu'on fusionnait, et sur cette partie de gestion des incidents, ils demandent vraiment à ce que le logiciel soit construit de façon à pouvoir être patché et mis à jour beaucoup plus haut dans l'annexe technique, et donc du coup, proposer un workflow de remédiation sur les CVE, c'est comme si vous aviez une garantie en termes de cybersécurité à fournir quand vous êtes dans le scope de la loi. D'accord ? Donc ça, c'est des points qu'on va pouvoir automatiser, et c'est cela dont je vais vous parler un petit peu, parce que les points du ressort de l'architecture logicielle, ceux-là on n'y coupe pas, ils sont liés à votre architecte. Il faut avoir conçu l'application
telles quelles. C'est des best practices à respecter, avoir mis un framework de log, etc., avoir conçu son application pour respecter ces points-là. Mais les points liés à la gestion des CVE et à la mise à jour des librairies et à la remédiation et aux mises à jour des versions du logiciel impacté, ça, c'est des choses qu'on peut automatiser avec du DevSecOps. Si je résume tout ce qui est demandé, ça vous a peut-être fait penser à des choses, ces points bleus, quand je disais que c'était des points de bon sens. En tout cas, moi, ça me fait penser à des choses. Ça me fait penser à ce que je reçois, comme je travaille chez JFrog, on est éditeur de logiciels. Quand, par exemple, j'ai des clients dans le secteur bancaire, ils me proposent un document qui s'appelle un Request for Proposal, où je vais avoir toutes ces questions. D'ailleurs, dans ce document-là, il n'y a pas que des questions liées à la sécurité, c'est est-ce que la solution s'intègre bien avec mon système SSO, etc. Mais tous les points, est-ce qu'il y a des logs d'audit, est-ce qu'il y a un système de gestion des permissions fines, est-ce que les données sont protégées, etc., on les retrouve dans les RFP. Donc du coup, ce qu'il faut retenir de ce texte de loi, c'est comme si l'Union européenne, par défaut, pour tout ce qui jusque-là était non réglementé, demandait un RFP en votre nom. D'accord ? C'est ça en fait la logique. Jusque-là, moi, ce RFP, je le remplissais pour les majors. C'est clair que quand j'avais des banques, ils le demandent à chaque fois. Quand j'ai des clients dans le monde de l'énergie, ils le demandent à chaque fois. Quand j'ai des PME plus petites, souvent, il n'y a pas de RFP. D'accord ? Donc là, l'UE demande un RFP en votre nom. Et c'est des points de bon sens. Donc il y a pas mal d'éditeurs de logiciels qui vont déjà cocher ces cases. Maintenant, on va parler des pénalités. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas juriste. Je vais très rapidement vous citer les pénalités, pas pour vous faire peur, mais pour juste indiquer, et c'est ce qui ressort, moi, de mon étude du texte de loi et de tout ce que j'ai pu lire autour du Cyber Resilience Act, que l'UE vraiment ne veut pas prendre ce sujet à la légère. D'accord ? Donc les pénalités sont lourdes, ça va être le retrait du marché des produits, d'accord ? Ou ça peut être aussi des pénalités financières, donc des amendes à 6 ou 7 chiffres. Okay ? Donc là, voilà, j'ai donné des petits extraits de texte, vous aurez sans doute communiqué par le DevFest Nantes ce slide deck, mais retenez juste une chose, c'est que l'UE ne prend pas ce sujet à la légère, et qu'il y aura des autorités chargées de contrôler la conformité des entreprises vis-à-vis du Cyber Resilience Act. Très curieux de voir la forme que ça va prendre au final dans la pratique, mais en tout cas sur le papier, sur l'intention, c'est assez clair. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il y a dans le texte de loi, quelles sont les applications impactées, et ce qui nous est demandé, on va voir comment s'y adapter, et comment s'y adapter principalement sur les points qu'on peut automatiser, sur les points verts liés à la gestion des vulnérabilités overtime, parce que ça c'est une charge récurrente, c'est un monitoring continu, et il n'y a pas de magie là-dedans. En fait, il faut pouvoir tracer sur chaque version produite et mise à disposition sur le marché la liste des ingrédients en instant T, okay, toujours le parallèle avec le pot de Nutella, et pouvoir savoir si un de ces ingrédients contient un ingrédient pathogène qui vient d'être découvert. Okay, c'est vraiment la même idée que j'ai une farine, je découvre un agent pathogène, je rappelle des lots parce qu'ils sont étiquetés. C'est vraiment cette philosophie-là qui est demandée. Donc les deux points que j'avais mis en vert, je les rappelle, ça va être une gestion des CVE pendant cette formule mathématique, j'ai mis le max durée de vie du projet ou 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait c'est 5 ans minimum, mais c'est capé, si votre produit a une durée de vie supérieure à 5 ans, c'est toute la durée de vie du projet. Si le produit a une durée de vie de 3 ans, c'est 5 ans, pendant laquelle vous êtes tenu de proposer des mises à jour et au moins de déclarer, à première échéance 21 mois, toutes les CVE. Comment on les déclare? J'anticipe sur une question. Alors, dans l'annexe, c'est précisé que vous devez avoir un canal de communication avec les clients pour pouvoir en fait publier les annonces. Et c'est aussi précisé que l'ENISA va mettre une plateforme de déclaration. Vous pouvez en fait, alors, je ne sais pas si ce sera des web services ou des choses comme ça, déclarer auprès de l'ENISA les failles de sécurité qui entrent dans un logiciel dans le scope du CA. Le deuxième point que vous allez devoir implémenter, ça va être un workflow de remédiation. Un système de mise à jour et avoir pensé votre application pour pouvoir être mis à jour et des mises à jour sécurisées. Il ne faut pas que évidemment votre canal de mise à jour puisse servir à installer une nouvelle version hackée. D'accord? Donc ça, je disais que c'est un effort sur toute la chaîne parce qu'à la fin, on veut sécuriser le logiciel, mais il faut sécuriser toute la chaîne de construction logicielle, qu'on appelle aussi la supply chain. Et à chaque étape, on va pouvoir ramener des vulnérabilités, des packages malicieux. D'accord? Donc évidemment, si je m'y prends à la fin, si je scanne en fait juste mes binaires produits, le travail sera plus compliqué. Moi, je vois beaucoup en fait d'effets en fait alerte fatigue ou sapin de Noël quand on scanne par exemple des images Docker,
parce que de base, on s'est appuyé sur des composants qu'on ne pensait pas forcément nocifs, mais il y a beaucoup de bruit, beaucoup de remontées. Donc si on veut livrer, comme dans l'annexe 1, un logiciel sans vulnérabilité connue, et ça, ouais, je peux peut-être vous le montrer aussi dans le texte. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Be made available on the market without non-exploitable vulnerabilities. D'accord, c'est ce qu'on nous demande dans la toute première partie de l'annexe 1. Vous voyez, c'est le premier point en fait qui ressort. Il y en a encore d'autres, hein. Et donc tous les points que je vous ai cités viennent de cette annexe, mais voilà. Pour pouvoir en fait livrer un logiciel sans faille connue, il y a des écosystèmes dans lesquels la vie sera meilleure. Par exemple, entre le Go et le Node.js, il ne faut pas déclencher une guerre des langages, mais en Go, la vie est plus belle quand même, quand on veut prendre le contrôle des vulnérabilités, parce que par le jeu de dépendance, déjà, on va avoir énormément de dépendance dans l'écosystème Node.js pour faire un petit truc par rapport au Go qui est plus en philosophie, on réduit le nombre de frameworks, on va produire plus du code custom. Voilà. Donc ça peut choisir déjà vraiment en amont, mais alors ça choisit aussi au tout début. Comme je parlais de frameworks ou de composants open source qu'on va utiliser, l'idée c'est déjà de ne pas récupérer des dépendances qui contiennent énormément de vulnérabilités, ou pas partir sur des anciennes versions. En général, maintenant, les gens sont un peu sensibilisés sur les gros frameworks, hein, je parle des Spring, des Django, des Express, des React, des Angular, etc. Si vous regardez en fait l'historique des versions, quand vous scannez avec des outils, vous voyez que les nouvelles versions ont en général moins de vulnérabilité, ou quand il y a une vulnérabilité critique, hop, tout de suite elle est patchée. Donc on est sur du 0.1. Si on utilise 10 frameworks majeurs pour construire son application, vous voyez ce que ça peut donner. On se ramène à un nombre de critiques qui est de l'ordre de la dizaine. Par contre, si je prends une image Docker Hub Node.js et que je prends un projet tout fait, que je fais pas mal de code en utilisant des suggestions de l'IA, etc., et que je tire des dépendances plutôt que de produire du code et que j'en utilise qu'une fraction de ces dépendances, je vais accumuler les packages open source, et quand je vais scanner, je n'arriverai jamais à livrer un logiciel avec zéro vulnérabilité. D'accord ? Donc ça, c'est important, de contrôler dès la racine, en fait, ce qu'on va utiliser comme framework. Ça peut être automatisé ou pas. Donc un système de proxy, une étape qui s'appelle la curation. Il y a aussi des firewalls de package. Donc je suis JFrog, mais ce n'est pas un talk commercial. Je vous montre juste des exemples d'outils. Vous pouvez construire une approche best of breed. Mais voilà, l'idée c'est de faire en fait un firewall de package. Et ça peut aussi avoir des effets bénéfiques au-delà du CRA. Par exemple, vous pouvez restreindre les frameworks qu'on utilise dans la société pour ne pas avoir 3 applications en Angular, 2 en React, etc. Et un petit peu contrôler la stack que tout le monde utilise, ou leur dire, tiens, en fait, sur ces projets-là, là, on a beaucoup de mal à être compliant en utilisant tel stack technologique. On va plutôt fixer une autre stack, et telle équipe, en fait, on va leur bloquer l'utilisation de tel ou tel framework, et on va les restreindre avec une whitelist, d'accord ? Donc, on va contrôler les dépendances. Ça peut se faire à plusieurs endroits. Ici, ça peut se faire avec le package manager, avec un firewall. Ça peut se faire dans les plugins IDE, ça peut se faire avec des dependabots, d'accord ? À chaque fois que quelqu'un vous fait une pull request, contrôlez ce qu'il a ramené, en fait. Ça devient d'autant plus important que y a des nouvelles attaques. On code beaucoup maintenant avec Copilot ou avec ChatGPT, d'accord ? Là, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, en gros, l'IA générative, elle vous génère une réponse. Et quand elle connaît 90% de la réponse, des fois, elle peut générer les 10%. Et si les 10%, c'est dans les imports de packages, ça vous générait des packages qui n'existent pas avec une suite de code qui s'appuie sur des frameworks connus. Mais maintenant, spoiler alert, ces packages qui n'existaient pas dans le code généré par l'IA, ils existent. Parce que des hackers ont repéré ça, ils ont publié des packages qui marchent avec la suite du code et qui contiennent des packages malicieux en plus. Et donc, vous allez vous récupérer, vous copier-coller du code, ça va marcher, mais vous allez récupérer des packages open source qui ont été publiés sur npm.js, sur pypy.org, sur le Maven central, qui sont ce que des hackers ont repéré que l'IA générait comme nom de package factice. Maintenant, ils sont plus factices. D'accord ? Donc, à ces étapes-là, vous pouvez choper pas mal de choses, parce qu'il y a des typos injections, des choses comme ça. Si on va un peu plus loin dans la chaîne, évidemment, au moment du build, on peut en rajouter. Pourquoi ? Déjà, maintenant, si on dockerise les applications, on a, par exemple, là, ici, dans le slide d'avant, j'étais sur des vulnérabilités liées à une application Spring Boot, d'accord ? Donc j'ai les vulnérabilités qui viennent de mon code Java, mais quand je la dockerise, j'ai les vulnérabilités qui viennent du container, qui s'ajoutent, d'accord ?
Donc à ces étapes-là, il faut aussi contrôler ce qu'on a. Suivant comment on a spécifié les numéros de version, on peut aussi récupérer en fait une nouvelle version qui va contenir une vulnérabilité, une 0 days, quelque chose comme ça, au moment du build, d'accord? Ça dépend. Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. On peut locker les versions ou pas, ou faire avoir du bump aussi automatique avec un renovate ou quelque chose qui va venir nous mettre une nouvelle version sur un prochain build. Donc il faut contrôler au moment du build parce qu'à ce moment-là, on peut ajouter des nouvelles CVE qui viennent par des nouvelles dépendances, d'accord? Il faut aussi tracer tout ce qui se passe en matière de provenance, collecter toutes les informations. Donc ça, c'est un slide, c'est pas un outil JFrog, c'est SLSA. C'est une norme qui a été édictée, je crois, à la base par Google, mais en fait, c'est un consortium. Hein, il n'y a pas forcément que Google derrière. D'ailleurs, là, il y a je crois que le site est hosté sur un repository GitHub. Il y a plusieurs acteurs du monde de l'open source qui sont derrière SLSA, qui vont vous inciter aussi à garder des informations de provenance pour pouvoir tracer, ce qui va être important, toute version construite de votre logiciel qui sera sous le scope du CRA et le relier à une pull request pour voir si, quand demain vous découvrirez une CVE critique, qu'est-ce qui m'a amené cette version de tel composant qui contient telle vulnérabilité critique. Ça s'appelle le build info. Et pour certaines applications, par exemple quand on fait du C++ ou des binaires natifs, le build, c'est le seul endroit où on pourra remplir la partie d'après du CRA, la partie liste des ingrédients. Pourquoi? Parce que quand on fait du Java encapsulé dans du Docker, c'est comme un Ferrero Rocher. Quand je vais le scanner, je vais le couper en deux, je vais voir qu'au milieu il y a une noisette, autour de la pâte à tartiner, une petite gaufrette et des éclats de noisette. À l'œil, je repère. Le C++, j'ai compilé tout en static linking, d'accord? J'ai juste un binaire. J'ai perdu la trace de si j'utilisais zlib. C'est comme là, si je scanne et je coupe en deux, c'est un chamallow cette fois-ci. C'est plus compliqué. Je peux intuiter du sucre, mais c'est plus compliqué à scanner, à trouver et à identifier qu'un Ferrero Rocher, d'accord? Pour des binaires natifs, ce build, c'est la seule façon de garder over time la trace des ingrédients. Le zlib version 1.2.3 que j'ai utilisé, ou toutes les librairies, parce que j'en ai la trace à ce moment-là, et si demain on découvre une vulnérabilité sur une de ces librairies que vous avez utilisées, c'est le seul moment. En gros, c'est votre recette. D'accord? Donc au moment du build, il y a pas mal de choses aussi à faire. Pareil, là je vous montre un petit peu des outils qui capturent le build. On a une intégration avec GitHub, mais voilà, il y a pas mal de choses à faire au niveau de la provenance. Il y a aussi une stack chez Sixtor, par contre, que vous pouvez utiliser pour créer des attestations et garder, bien sûr, toutes ces informations qui contiennent le secret et la recette de votre logiciel. Tout ça pour produire, en fait, ce qui va être un peu la clé de la gestion des CVE over time, le SBOM, le Software Bill of Material. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent de la liste des ingrédients. Vous voyez à quoi ça ressemble? En fait, c'est juste la liste des composants logiciels que vous utilisez avec leur version. Comme ça, si demain, sur le framework GraphQL Netflix, en version 5.3.0, on découvre une critique, boum, je peux être notifié. Autour de ça, évidemment, il y a du DevOps, il y a des SBOM managers, des choses comme ça. Je vais être notifié et je vais pouvoir discloser la CVE et remplir mon échéance des 21 mois. D'accord? Ça, c'est crucial. C'est juste une liste d'ingrédients. Ensuite, ici je vous illustre, en gros, ça c'est par exemple illustré avec nous ce qu'on a chez JFrog, mais de cette liste de composants, en fait, on a la liste des CVE. On a aussi la liste des licences. Il peut y avoir des problèmes au niveau des licences, mais là on est là pour parler des vulnérabilités du Cyber Resilience Act. Donc c'est directement cette liste qui donne cette liste de vulnérabilités, et ça grossit au fur et à mesure du temps. Moi j'ai des exemples que j'ai créés, je n'y retouche pas, d'accord? Ce que j'ai vu, c'est que par exemple sur 2 ans, j'ai un projet qui est passé de 570 CVE à maintenant il y en a 603. D'accord? Donc ça grossit au fur et à mesure du temps, c'est normal parce que on va découvrir des exploits au fur et à mesure de la vie des frameworks et des versions des librairies. Et puis des fois c'est rétroactif, c'est-à-dire on découvre sur une version, et le code est présent dans toutes les versions d'avant. Donc c'est pour ça que ça augmente. D'accord? Donc ça, voilà, le SBOM, ça va être la clé. Le Software Bill of Material, c'est un concept que vous allez retrouver, et c'est quelque chose qui est demandé sans le dire. D'accord? Dans le texte de loi, voilà, il ne parle pas de SBOM, il parle de ça. Pourquoi? Pour que le texte soit future-proof. Ça ne parle pas de CVE, ça parle de vulnérabilité, parce que demain, voilà, si on passe à un autre système, à une autre nomenclature, il faut que le texte continue de fonctionner. Mais encore une fois, je suis parti du texte de loi, et quand on lit l'annexe, ce qui est demandé, c'est clair, net et précis. D'accord? Donc le SBOM, c'est vraiment la clé du monitoring continu. Enfin, la dernière partie,
sécuriser le delivery et la mise à jour. Donc ça, c'est la partie qui est à faire entre 21 et 36 mois, ou plus tôt si vous voulez vous y prendre plus tôt, mais dans 36 mois, on demandera en fait la remédiation. D'accord ? Donc là, il faut être capable de contrôler évidemment l'intégrité. Si je fais une mise à jour et que quelqu'un arrive à me la court-circuiter, à me la tempérer sur mon repo qui est destiné à être la source de vérité des mises à jour de mes devices, évidemment, là, c'est pas bon. Donc on va signer le logiciel, mettre des certificats dans les devices pour qu'ils puissent contrôler que c'est bien un update qui a été signé par l'éditeur en question, d'accord ? Protéger l'intégrité de ces mises à jour. Il faut contrôler leur initiation, justement ce que je disais. C'est pouvoir notifier qu'une mise à jour déjà est disponible et aussi que quelqu'un se serve en fait, du workflow que j'ai prévu pour mettre à jour pour installer son malware 2.0. D'accord ? Authentifier, donc les questions de traçabilité. Vous avez vu qu'aussi, là, il y a de la SAC, en fait, Sigstore, maintenant il y a des packages qui sont publiés sur NPM.js. Vous pouvez voir en fait qui les a publiés et remonter jusqu'à l'éditeur. Donc ça, authentifier les nouvelles versions et les patchs, c'est aussi quelque chose de fondamental, qui est lié à l'intégrité, mais ça permet, en tant que consommateur, de vérifier que, oui, je peux remonter jusqu'au build et à l'attestation qui m'a créé, en fait, cette nouvelle version que je vais installer sur mon logiciel. Compléter le mécanisme, évidemment, avec des infos de registre. Ça, c'est aussi quelque chose qui est dans la SAC, par exemple, Sigstore, parce que j'ai du logiciel signé, mais au final, si je suis un hacker, je peux aussi signer du logiciel, d'accord, avec mes clés. Donc il faut bien contrôler aussi qui a signé, quand et comment, et surtout signer sur les attestations. C'est pour ça que là, le registre est assez important. Et enfin, contrôler les points de distribution. Ça, c'est important sur 2 niveaux. Le premier, c'est avoir une source de confiance, comme ça, au moins, je limite par rapport à des repos publics. D'accord ? Vous avez vu que, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, il y a 2 ou 3 semaines, en tout cas, nous, chez JFrog, on a publié quelque chose pour protéger l'écosystème Python parce qu'ils avaient liquidé Credentials et des gens auraient pu en fait, publier avec les credentials de l'équipe Setup Tools des packages sur les repos pypipe.org et en fait, comme ça, infecter un peu tout l'écosystème Python. Heureusement, c'est nous qui avons trouvé ces credentials. On leur a disclosé ça en avant-première. Ils ont pu corriger le problème, les changer vite fait avant que ça crée un incident, mais quand on a des repos publics, ils peuvent être compromis. Donc quand on a des repos privés, déjà c'est une source. Ça peut être compromis si quelqu'un récupère un mot de passe en interne, mais de base, l'accès est plus contrôlé. Et donc ça c'est au niveau sécurité d'accès, mais aussi au niveau distribution et qualité de service. Parce que si demain j'arrive à infecter une série de devices, après, ce que je peux faire, c'est faire du DOS sur les points de remédiation pour empêcher les devices d'être patchés et de revenir à leur état d'origine ou d'avoir un correctif de sécurité. D'accord ? Donc, au niveau de la distribution, il faut aussi assurer la sécurité et le DOS. Pour ça, vous avez plusieurs choses communes. J'ai parlé aussi de la stack Sigstore qui vient un peu se mettre dans tout ce qui est histoire de traçabilité et de signature logicielle. Mais il y a aussi The Update Framework qui est proposé par la Cloud Native Computing Foundation, que vous retrouvez dans tous les événements liés à Kubernetes et au cloud natif. Et les concepts de The Update Framework, c'est très proche de ce que je viens de citer, qui est demandé par le CRA. C'est évidemment l'intégrité des dépôts de download, donc ce qui revient à savoir ce qu'il y a de consommable sur un dépôt public, la traçabilité, d'accord, notifier les mises à jour, être capable d'amorcer une mise à jour, notion de signature digitale et résilience des points de distribution. D'accord. Nous aussi un système de distribution qu'on a. Pareil, ici je l'ai juste mis pour illustrer en fait comment ça se passe dans la vie réelle. L'idée, ça va être de signer le plus tôt possible dans le cycle de vie ce qui va constituer votre release. D'accord ? C'est pas forcément à ce moment-là une release de prod, mais je le signe au plus tôt possible, comme ça c'est un jeu d'artefacts immutable, et je suis sûr que dans le reste de mon processus de qualification logicielle, le logiciel n'est jamais altéré. D'accord ? C'est ça qui va entraîner en fait l'intégrité et déjà la fiabilité de ce qu'on va distribuer. Et ça, on peut lui faire passer une suite d'étapes, pas forcément liées à la sécurité, la qualification fonctionnelle, un scan de sécurité, évidemment, Security Gate, on va l'emmener jusqu'en production, et quand c'est en production, ce bundle, d'accord, qui est signé, je vais garder son SBOM pendant toute la durée de vie, ou au minimum 5 ans, de cette release. Et ça, je vais le distribuer à des points de distribution de confiance qui vont vérifier la signature. Donc, c'est ça la philosophie globale.
Et après, ici, bon, il peut y avoir pas mal de choses en termes de DevOps, de notification, de publication, etc. Mais globalement, c'est ça l'idée. Et avec un système comme ça, c'est là où on va en fait cocher toutes les cases qui nous sont demandées, toutes les cases aussi que remplissent The Update Framework, etc. D'accord, où on va pouvoir proposer à nos utilisateurs un workflow de mise à jour sécurisé. Mais il faut aussi que l'application ait été pensée pour se mettre à jour. D'accord, et ça, c'est à nouveau demandé dans l'annexe. Vous allez le lire, il y a une ligne très précise qu'ils ont ajoutée pour dire le logiciel doit être pensé dès sa conception pour pouvoir proposer ce workflow de remédiation. D'accord, c'est pas forcément over the air, hein, ça peut être si on propose un download portal avec quelque chose qu'on met sur une clé USB et qu'on vient connecter, parce que j'ai dit ça concerne des applications qui ne sont pas forcément liées à communiquer avec l'internet public, hein, c'est OK. D'accord, on peut avoir un workflow de remédiation offline, mais il faut un workflow de remédiation qui vient compléter justement la disclosure. Voilà. C'est que c'était dense. Le texte de loi, il fait 265 pages en anglais. En français, il en fait 330. Le talk fait 40 minutes. Je choisis de finir avec les points à retenir parce que ça fait un peu bourrage de crâne, mais voilà. Le niveau que je voulais atteindre, c'était un niveau de sensibilisation, une bonne compréhension de la loi. En fait, j'ai fait la conférence que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, parce que globalement, si vous regardez un peu sur Internet, il y a des conférences qui vont dire « Oh, ça, ce truc-là, ça va tuer les PME », mais ça n'explique pas pourquoi. Ou on tombe tout de suite sur des conférences de 2 heures qui parlent sur des points précis. Donc, j'espère que là, ça vous a donné un bon aperçu, et n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur la petite application du DevFest Nantes. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ça va concerner tous les logiciels distribués dans une logique commerciale. Il y a une volonté d'épargner l'open source. Ça va concerner donc les applis mobiles. J'ai mis un point à part, ça peut tomber sous le sens, mais c'est un champ en termes de représentation sur le marché qui est extrêmement vaste. Et qu'il y a 2 catégories, catégorie par défaut, catégorie critique. Défaut, autodéclaration, pas de blocage à la mise sur le marché, critique, organisme tiers. Exigence technique. Nouveau cahier des charges, qui ressemble à ce qu'on nous demande sur les RFP en termes de sécurité, d'accord, plus cette gestion des vulnérabilités, et qui est vraiment au centre du texte, et vous avez vu que c'est dans les premiers bullet points de l'annexe qui est demandé par l'Union européenne, et ça peut être automatisé. Des amendes non négligeables, et en termes de timeline, on a vu, évidemment, une échéance à 21 mois, et implémentation totale exigée au bout de 36 mois, d'accord. Dans l'annexe, il y a aussi précisé, pour info, hein, sur ces échéances-là, comment auditer quelqu'un vis-à-vis du Cyber Resilience Act. C'est mis là pour vous détailler en fait ce que vous avez à fournir, mais aussi ce que quelqu'un doit contrôler. Donc, quand je disais que l'UE prenait ça sérieusement, c'est qu'il y a aussi des directives dans l'annexe sur comment contrôler. Parce que ça, vous avez peut-être connu plus des experts qui viennent assesser si votre solution est innovante quand vous demandez des financements ou des choses comme ça, et des fois, l'expert, il est moins expert que les gens qui développent le logiciel, mais là, il y a une vraie volonté de nomenclaturer un petit peu ce qui est demandé et de nomenclaturer les contrôles, pour pas qu'il y ait de surprises. Et voilà. Et je vous remercie tous d'avoir été là, présents à 9 h du matin pour démarrer sur un talk qui part d'une législation, déjà, c'est remarquable. Et puis, il reste un petit peu de temps.